Bonjour, je suis Anne et je suis organisatrice de voyages respectueux de l'environnement. Si vous cherchez comment on fait pour voyager autrement, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode d'Un pays un train, on part à la découverte d'un nouveau pays, de sa culture, de son histoire, et je vous donne tous les moyens pour vous y rendre sans trop polluer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un pays un train. Et après notre escapade le mois dernier de l'autre côté du globe, on revient en Europe cette fois-ci parce qu'on va en République tchèque. Donc dans Un pays un train, pour l'instant, j'ai abordé des pays que je connaissais plutôt bien, soit parce que j'y ai habité, soit parce que je m'intéresse beaucoup à leur culture, ou parce que j'y ai passé pas mal de temps. Mais cette fois, je dois avouer que c'est un pays où j'ai passé peu de temps, parce que c'est un pays que je connais peu. En fait, j'y suis allée qu'une seule fois en 2017. J'y suis restée que 4 jours. Donc cette fois, je peux pas vous dire que je connais vraiment la République tchèque. C'est vraiment un pays qu'on va découvrir, mais ça va être intéressant de découvrir et de voir pourquoi il y a beaucoup de touristes qui viennent à Prague, mais qui vont pas forcément voir le reste du pays. Donc c'est ça qui va être intéressant de voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, mon invité, c'est Manon. Bienvenue dans Un pays en train et merci de participer à cet épisode pour nous donner envie d'aller en République tchèque. Bonjour, et merci de m'avoir invité. Moi, je suis ravie de pouvoir parler de ce pays. Donc Manon, toi, t'es française, mais t'as une longue histoire avec la République tchèque. Est-ce que tu pourrais nous dire ton lien avec ce beau pays qui est la République tchèque? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est marrant, parce que ça tombe à peu près dans les mêmes années. J'ai fait mon Erasmus en 2016-2017, donc c'était dans le cadre de mon master 1. Et donc du coup, je suis allée à Brno, c'est la deuxième plus grande ville de République tchèque, et c'est une expérience qui m'a marquée comme jamais, parce que c'était la première fois que je partais toute seule dans un autre pays, et j'ai été acceptée, j'ai été vraiment acceptée par les gens là-bas, et en fait, comme j'étais en master de lettres modernes, j'ai eu la chance en fait d'avoir des cours de littérature française avec des camarades tchèques qui parlent très bien français et qui ont un lien avec la France et les pays francophones. Et en fait, ça nous a déjà moi, ça m'a permis de bien comprendre leur culture et de les voir en fait soit en République tchèque, soit en France, ou par exemple à Bruxelles ou d'autres pays. Donc ça, finalement, j'y vais à peu près, au mieux une fois par an, une fois tous les 2 ans. Mais voilà, j'ai vraiment un lien particulier avec ce pays. Et voilà, c'est pour ça que maintenant j'en parle, de toute façon, j'en parle tout le temps. Je suis un peu connue, et ça. Donc je suis ravie de pouvoir en parler. Et puis je pense qu'il y a un peu cette idée que je suis un peu reconnaissante de l'accueil qu'ils m'ont accordé, et voilà, c'est pour ça que voilà, je suis particulièrement attachée à ce pays. Alors après, la première question qu'on peut se poser sur la République tchèque, c'est est-ce qu'il faut dire République tchèque ou Tchéquie? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait dire Tchéquie, parce que depuis 2016, c'est le nom officiel. Mais en fait, c'est le nom officiel à l'international, mais en fait, apparemment, il reste recommandé de dire République tchèque, puisque ça représente plus l'ensemble des nations qui parlent le tchèque, en fait des peuples qui parlent le tchèque, parce qu'il y a à la fois la Tchéquie, ça peut faire référence uniquement à la Bohème, alors qu'il y a aussi la Silésie et la Moravie, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dire République tchèque. Donc aujourd'hui, je vais plutôt dire République tchèque parce que déjà je suis habituée, parce que je suis un peu old school et je parle comme on disait avant 2016, et je l'ai toujours appelé comme ça. Du coup, la République tchèque, c'est un petit pays d'Europe centrale, donc ça fait 79 000 km² exactement, donc ça fait à peu près la taille d'une des grandes régions françaises, donc comme l'Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine, si on compare. Il y a 11 millions d'habitants, c'est quand même assez peuplé pour un pays de cette taille, et les grandes villes, c'est Prague, donc la capitale, Brno, que je vais pas du tout arriver à prononcer, je pense que on a vu dans les précédents épisodes que j'étais pas très douée pour la prononciation des endroits, ça va continuer aujourd'hui. C'est un pays qui n'a pas accès à la mer, donc comme pas mal de pays d'Europe centrale, et elle est bordée par plusieurs pays, donc il y a la Slovaquie à l'est, il y a la Pologne au nord-est, l'Autriche au sud, et le reste de la frontière, c'est l'Allemagne qui fait toute la frontière ouest. Voilà, il y a pas mal de montagnes de taille moyenne. Il y a les Sudètes au nord, dont on reparlera tout à l'heure. Il y a les monts métallifères au nord-ouest, des monts des Géants, les Carpates. Donc en fait, c'est vraiment entouré de montagnes. Et au centre, c'est plutôt une plaine, un peu plus une plaine. Oui, c'est pas plat non plus, mais oui, c'est ça. C'est plus des plaines avec beaucoup de forêts. Okay. Et le point culminant, il est dans les monts des Géants, justement. Et le point culminant est à 1603 mètres. Il y a 14 régions, mais il y a 3 régions historiques, donc dont j'en parlais tout à l'heure. Il y a la Bohème, donc qui est à l'ouest du pays. La Moravie, qui est plutôt le sud-est.
enfin, dans l'est du pays plutôt, et il y a une petite bande en haut qui s'appelle la Silésie tchèque qui se situe le long de la frontière polonaise. Et c'est pour ça que parfois on nomme le pays Bohème-Moravie d'ailleurs. Il y a donc certains historiques, on appelle le pays de Bohème-Moravie justement parce qu'il y a l'historique de ces deux régions. La langue officielle en République tchèque, c'est le tchèque, c'est facile. Et c'est une langue slave qui ressemble beaucoup au slovaque. Et d'ailleurs, normalement, les Tchèques et les Slovaques peuvent à peu près se comprendre, beaucoup moins depuis la séparation. On le verra tout à l'heure, mais ça a un jour été la Tchécoslovaquie. Mais les deux langues diffèrent de plus en plus dans leur vocabulaire, mais normalement, les deux peuvent à peu près se comprendre. Très bien se comprendre, ouais. Ils doivent descendre tous les deux, parce que j'ai vu que le tchèque descendait du proto-slave ou le vieux slave. Ça dépend, et donc j'imagine que les deux descendent quand même des mêmes origines. Oui, bien sûr, ouais. Et au tout début, le tchèque, c'était en alphabet glagolitique. Alors ça, j'ai appris ça en vérifiant. Parce qu'en fait, c'est l'alphabet qui a été apporté par Cyril et Méthode. En fait, l'alphabet qu'on appelle cyrillique aujourd'hui, qui est utilisé par la Russie et tous ces pays-là, je pensais que c'était l'alphabet qui avait été créé à l'époque par les évangélisateurs des Slaves, Cyril et Méthode, parce que ça s'appelle l'alphabet cyrillique. Ouais. En fait, eux, c'était l'alphabet glagolitique. C'est un autre alphabet. Ah, voilà, j'ai appris ça. Je savais pas du tout. Mais en tout cas, maintenant, c'est l'alphabet latin. Ouais, aujourd'hui, c'est l'alphabet latin, c'est ça. Ouais. Depuis, je crois que c'est une réforme en 1900, quelque chose, qui a fait ça. D'accord. Bah, ça, pour le coup, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est l'alphabet latin, à part quelques lettres. C'est ça, les lettres bizarres en plus. Oui, voilà, les che, les tse, etc. Mais sinon, ouais, c'est pas comme le russe. Voilà, pour le coup, c'est vraiment un autre alphabet. Ok. Et au fur et à mesure, le tchèque a été de plus en plus présent dans la langue, dans le parler des gens au quotidien, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par l'allemand au XVIIe. Parce qu'on le verra plus tard avec l'histoire, l'Allemagne, c'est quand même, et l'Autriche, ce sont un peu, l'Autriche surtout, pas l'Allemagne, c'est beaucoup occupé du pays, on le verra plus tard dans l'histoire. Mais comme dans beaucoup de pays de la région, il y a un grand nationalisme au 19e, il y a un intérêt pour la culture nationale, et du coup, le tchèque du 19e, le tchèque est redevenu populaire au 19e siècle, et ressemble d'ailleurs au tchèque actuel. C'est depuis le 19e qu'on a sa forme actuelle. Oui. Et donc, comme tu disais, oui, il utilise aujourd'hui l'alphabet latin, avec quelques caractères bizarres en plus. Oui. Et toi, est-ce que du coup, tu as pu apprendre le tchèque au fil des années? Est-ce que tu penses que c'est une langue qui est facile à apprendre quand on vient de France? Alors oui, alors du coup évidemment ouais, j'ai pris des cours de tchèque quand je suis arrivée. Donc j'ai fait un semestre de tchèque, j'ai validé le niveau A1 intermédiaire, ce qui est déjà très bien. J'ai eu du mal. Donc oui, par rapport au français, parce que c'est deux langues qui sont quand même très différentes, et je pense que pour nous ce qui est compliqué, c'est que c'est une langue à déclinaison comme le latin, et en plus il y a 7 déclinaisons, donc il y en a plus que le latin. Donc c'est plus oui, voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est vraiment ça la difficulté de la langue, c'est donc c'est une syntaxe différente. Par contre, finalement, ce qui est simple, c'est que ce qui s'écrit et ce qui se prononce, c'est la même chose. Donc certes, il y a des lettres un peu voilà, mais au moins il y a pas de difficulté au niveau de l'orthographe, voilà. Et puis après, le vocabulaire. Le vocabulaire slave, bon évidemment c'est différent, mais un vocabulaire on peut l'apprendre. C'est pas une langue facile, mais en tout cas, enfin moi je peux que vous inciter à connaître au moins la politesse. Enfin c'est vraiment apprécié. Oui, bon, savoir dire bonjour. Déjà, je trouve que c'est normal d'apprendre bonjour, merci, au revoir quand on va dans un pays, c'est déjà la base. J'ai l'impression qu'ils parlent tous quand même assez bien anglais. Est-ce que si on parle uniquement anglais, on s'en sort dans le pays? Alors oui, moi j'ai été vraiment vraiment étonnée, mais hormis entre guillemets la vieille génération, les gens de plus de 50-60 ans, les gens parlent très très bien anglais, beaucoup mieux que nous, je pense. En général, c'est le cas. Donc j'ai vraiment 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 pas eu de soucis. Après bon, c'est vrai que j'ai eu aussi la chance d'avoir des amis tchèques qui parlaient français, mais moi fondamentalement j'ai pas le souvenir d'avoir été en difficulté à ce niveau-là. Et après voilà, j'ai eu des discussions avec des gens qui parlaient juste tchèque, et bon en fait avec les gestes etc. on arrivait à se comprendre parce que les gens sont très avenants. Enfin en tout cas moi à Brno, j'ai vraiment vraiment pas eu de soucis, d'autant plus que les gens ont plutôt une bonne image de la France. Et en ce qui concerne l'histoire de la République tchèque, alors quand j'étais petite, chez moi on avait un livre qui s'appelait Les Contes de Bohème, et du coup la République tchèque ça a toujours été eu un grand attrait pour moi parce que j'imaginais des grandes forêts de pins et des châteaux, donc pour moi la République tchèque c'était ça, donc j'adore. Mais si on repart sur toute l'histoire, à partir de moins 3000 il y a des Celtes qui se sont installés, des Celtes comme en France, mais eux s'appelaient les Boyens, et c'est de eux que vient le nom de Bohème d'ailleurs.
Et ensuite, pendant de nombreuses années, la Bohème, elle est restée au bord de l'Empire romain. Elle a jamais été dedans. Et les Boïens locaux se sont fait chasser par des Germains au moment des invasions qu'on dit barbares, qui sont pas vraiment des invasions barbares, mais bon, au moment de la chute de l'Empire romain, il y a de nombreux mouvements de population qui font que de nombreux gens se déplacent. Donc à cet endroit-là, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des Slaves, des Lombards, des Avars, des Francs. Tout le monde est passé par là parce que c'est le centre de l'Europe, ce qui est assez logique. Et on dit en général, il y a débat parmi les historiens, mais que le premier roi de Moravie et peut-être de Bohême, ce serait un Franc qui s'appelait Samo et qui est devenu mercenaire. Et à partir du 9e siècle et de Charlemagne, suite au traité de Verdun, donc on a déjà parlé plusieurs fois si vous avez écouté les épisodes précédents, il y a eu les royaumes de Bohême et de Moravie qui se sont créés, puis le royaume de Grande Moravie. Et le premier roi, ce serait quelqu'un qui s'appelait Moïmir Ier. Alors je sais pas comment ça se prononce encore une fois, mais bon voilà, quelqu'un qui s'appelle Moïmir Ier, qui je trouve il a plutôt un nom de viking, c'est marrant. C'était en 833. Et ensuite, un de ses successeurs qui s'appelait Ratislav, c'est lui qui a demandé à l'empereur romain d'Orient d'envoyer des évangélisateurs. L'empereur a envoyé Cyril et Méthode, qui ont évangélisé toute la zone, et il semblerait que ce soit pour éviter d'être réduit en esclavage. Parce que en fait, ils ont demandé la conversion parce qu'une fois qu'ils sont devenus chrétiens, ils ne peuvent plus être réduits en esclavage. Et d'ailleurs, on dit, alors ça c'est encore débattu encore une fois, que le mot esclave viendrait du mot slave. En anglais slave directement, et ça viendrait de ces gens-là qui étaient souvent des esclaves. À partir de 890, la Grande Moravie récupère officiellement la Bohème, donc on a quelque chose qui ressemble quand même à peu près à la République tchèque à l'époque, mais 20 ans plus tard, c'est la fin de la Grande Moravie déjà, parce que ça comprenait à la fois la République tchèque et la Slovaquie, et les Hongrois vont envers la région. C'est-à-dire que du côté slovaque, ils vont rester dominants pendant très longtemps d'ailleurs. On le verra un jour où on fera l'épisode sur la Slovaquie. Par contre, du côté tchèque, les Hongrois vont les autoriser à rester indépendants. C'est d'abord un duché. Et à partir de 1004, la Bohème va devenir vassale du Saint-Empire romain germanique, dont on a déjà aussi beaucoup parlé si vous avez écouté les autres épisodes. Donc c'est un duché du Saint-Empire romain germanique. À partir de 1198, c'est Ottokar Ier de Bohême qui devient le vrai roi de Bohême. Donc il est choisi officiellement par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et à ce moment-là, la Bohême, c'est un des plus gros royaumes du Saint-Empire. Et donc le roi est un prince électeur, c'est-à-dire qu'il a le droit de participer à l'élection de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc il a une vraie importance à cette époque. À partir du XIVe siècle, ça change un petit peu parce que les rois de Bohême, ils viennent de la maison de Luxembourg. Parce que l'héritière de Bohême, Élisabeth, se marie avec Jean de Luxembourg, et c'est leur fils qui va vraiment développer beaucoup la Bohême, puisque c'est le fameux Charles, le Charles du pont Charles, et qui a créé aussi l'université à Prague, donc il s'appelait Charles IV, et donc c'est vraiment Prague est devenue la capitale de l'Europe à ce moment-là, ça devient vraiment réellement le centre de l'Europe en fait, puisqu'il devient empereur du Saint-Empire romain germanique. Et c'est lui qui a promulgué la bulle d'or en 1356. En fait, c'est lui qui a créé la constitution du Saint-Empire. Et ensuite, on a eu la révolution hussite. Il y a une personne qui s'appelle Jan Hus, je sais pas comment. Il veut faire évoluer la religion catholique, comme un peu partout en Europe. Hein. Il y a des gens qui veulent faire la réforme à ce moment-là. Donc, il va se faire condamner pour hérésie, mais ça va faire une grande révolte. Et donc, il y a un parti, quoi, pas vraiment un parti, mais des personnes qui vont se faire appeler les hussites en hommage à son nom, et ils vont se battre avec les catholiques. Donc, c'est les guerres de religion comme en France. Et à ce moment-là, il y a un événement assez drôle, je sais pas si c'est drôle, mais il y a la défenestration de Prague. Donc ça se passe assez mal, il y a des croisades contre les hussites parce que bon, c'est pas très bien de jeter les gens par les fenêtres. Et donc il y a une guerre assez longue, les tensions finissent par se calmer et à ce moment-là, on va commencer à rentrer dans une période qui est moins sympa pour les Tchèques, puisque les Tchèques vont se faire dominer par les Habsbourg, parce qu'à partir de 1526, la couronne, elle passe à l'Empire d'Autriche. En fait, ça passe au Habsbourg. C'est pas encore dans l'Empire d'Autriche, mais ça commence à ce moment-là. Ils gardent tout de même leur indépendance. On accorde même la liberté de culte aux protestants à partir de 1609, mais ça va pas durer. Parce que à partir de 1618, ça va être la guerre de 30 ans. En gros, à partir de 1617, on nomme un roi qui est très catholique et qui veut forcer un petit peu les Tchèques à redevenir catholiques, puisqu'ils sont protestants à peu près 90% à ce moment-là. Donc du coup, les Tchèques ne sont pas d'accord, ils élisent un autre roi. Du coup, il y a de nouveau opposition entre les deux, et il y a un deuxième truc qui se passe, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, c'est une deuxième défenestration. On appelle ça la seconde défenestration de Prague, et c'est ça qui a lancé la guerre de 30 ans en fait. Puisque
les protestants vont discuter au château de Prague à nouveau avec des catholiques et ils vont juger les catholiques directement et les jeter par la fenêtre à nouveau. Mais ils vont pas mourir de leur chute de 15 mètres et on va considérer que c'est une intervention divine qui les a sauvés. Et voilà, donc c'est ça qui crée le début, quoi, qui lance la guerre de 30 ans entre toutes les puissances en Europe. On considère souvent que c'est une des premières guerres mondiale. Les Habsbourg prennent beaucoup le pouvoir à ce moment-là. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, l'allemand va devenir langue officielle en 1627. On va bannir le protestantisme. Donc c'est à partir de ce moment-là que les Tchèques ne sont plus vraiment au pouvoir. Et donc c'est à partir du 19e, comme partout en Europe, que le Tchèque va retrouver un peu ses lettres de noblesse, on va dire. Il y a un beau nouveau de la culture tchèque à ce moment-là, avec la vague des révolutions de 1848. Et à partir de la Première Guerre mondiale, la Tchéquie qui n'existe pas encore à ce moment-là, va perdre aux côtés de l'Empire austro-hongrois parce qu'ils font partie de l'Empire, mais du coup, la fin de l'Empire va leur permettre de prendre enfin leur indépendance aux côtés des Slovaques, alors qu'ils n'étaient pas forcément liés aux Slovaques par l'histoire. Le problème, c'est qu'on a oublié qu'il y avait une minorité importante d'Allemands dans les Sudètes dont on a parlé tout à l'heure, et c'est ça qui va causer quand même pas mal de problèmes à partir de la Seconde Guerre mondiale, puisque en 1938, il y a Hitler qui va envahir les Sudètes, donc parce qu'il considère que c'est à lui, parce que c'est à majorité allemand. On le laisse faire. Et en 1939, la République tchèque au complet va être envahie par les nazis et va être intégrée au Reich, alors que la Slovaquie, elle, reste indépendante sous régime nazi, sous régime allié aux nazis, mais reste indépendante. À la fin de la guerre, la République tchécoslovaque va être réinstituée. Il y a quelques années tranquilles, et puis en 1948, on met en place une république communiste qui est très stalinienne, on va dire. Et à partir de 1968, il y a quelque chose d'important qui se passe, c'est le printemps de Prague. Il y a Alexandre Dubček qui va essayer de rendre le pouvoir un peu plus sympathique, on va dire. Le problème, c'est que l'URSS va pas vouloir. Ils vont envoyer les chars à Prague. Mais par contre, à partir de 1989, comme partout en Europe, la République tchèque va réussir à sortir de ce régime. C'est la révolution de velours. Parce que on appelle ça comme ça parce qu'il n'y a pas eu trop de morts. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de violence. Pacifique. Ouais. Plutôt pacifique. Ouais. Voilà. Quelques années plus tard, c'est le divorce de velours. Là, cette fois, c'est la République tchèque et la Slovaquie qui décident de se séparer. La République tchèque va entrer dans l'Europe en 2003 et aujourd'hui, c'est un pays qui est assez touristique, mais qui est parfois délaissé par les touristes en dehors de sa capitale. On va le voir un petit peu, mais voilà. Et ensuite, on peut se demander, est-ce que c'est compliqué de se rendre en République tchèque depuis la France en train? Pour ça, il vaut mieux que je commence par expliquer les liaisons internationales vers la République tchèque, parce que c'est plus facile, parce que c'est vraiment un pays central. Donc en fait, on peut venir d'à peu près partout. Donc la République tchèque, elle est reliée à 8 pays en train. Donc il y a la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse et la Belgique. Donc ça fait beaucoup de pays quand même. Et donc c'est compliqué de vous donner un chemin, le meilleur chemin en fait, parce qu'en fait il y en a plusieurs pour se rendre en République tchèque. Il y a plein de choses. Le plus simple, c'est de rejoindre le point de départ d'un des nombreux trains de nuit qui vont à Prague. C'est ça. Donc je sais pas si toi t'as déjà fait peut-être ce trajet en train. Bah oui, justement, la toute première fois que je suis venue en République tchèque, donc pour mon Erasmus, je suis venue en train. Donc je suis partie de Lyon, j'ai fait Lyon-Bâle, donc Bâle c'est en Suisse allemande, et après j'ai fait Bâle-Prague et ensuite Prague-Brno. Ok. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire que depuis le Lyon et le sud-est de la France, le plus simple, c'était de rejoindre Bâle et de prendre le train de nuit. C'est ça. C'est ça. Du nord-est, par exemple de Strasbourg, il vaut mieux prendre le train jusqu'à Karlsruhe passer par l'Allemagne. Et passer par l'Allemagne, il y a des trains directs. Ouais, c'est ça. Depuis Paris, soit pareil, soit monter jusqu'à Bruxelles avec le Thalys, l'Eurostar maintenant, et il y a un train de nuit direct. Ou bien on peut aussi passer par l'Autriche, puisqu'il y a le train de nuit Paris-Vienne direct. Et ensuite il y a des Viennes. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc en fait, il y a plein de chemins. Oui, c'est vrai. Du coup, maintenant, toi, quand tu retournes en République tchèque, est-ce que tu vas plutôt en avion ou en train? En fait, qu'est-ce qui conduit ton choix entre l'avion et le train? Alors en fait, donc comme je disais la première fois, donc je suis venue en train et voilà, il y a un côté un peu à l'ancienne, comme dans Tintin ou comme dans les films. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait cette première fois en train. Et après, une fois sur place, en fait, j'avais une amie qui était franco-tchèque, donc qui connaissait un petit peu les compagnies de là-bas. Et donc, en fait, je prenais un bus RegioJet. Donc, RegioJet, en fait, c'est à la fois des trains et des bus. Et donc, à l'époque, j'étais motivée parce que je faisais Lyon-Brno en 20 heures de bus. Mais à l'époque,
Je payais 32 €. Donc ça coûtait vraiment pas cher. Et puis bon, j'étais étudiante, j'avais le temps. C'est vraiment, enfin, moi j'aime bien le voyage long. Donc ça avec du recul, voilà. Mais si je sais pas si c'est quelque chose que je ferais encore aujourd'hui. Mais j'ai fait ça pendant quelques années. Mais mes parents m'ont rendu visite comme ça. Je pense que dans ma tête, j'avais juste pas envie de prendre l'avion, donc ça m'arrangeait bien. Mais maintenant parce que c'était il y a 9 ans, je trouve que les billets d'avion ont vraiment baissé depuis. Et maintenant qu'on sait que on peut faire du Paris-Prague pour 50 € en 1h45, bon. Oui. Donc j'avoue que maintenant je prends l'avion. Mais pendant très longtemps, je prenais le bus. Alors moi, je trouve que le train c'est quand même plus agréable. Mais voilà. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que t'as un lien en particulier avec le train? Est-ce que le train, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup? Parce que du coup, l'avion, tu le prends pas par contrainte, mais parce que c'est plus simple. J'adore l'itinérant et c'est vrai que j'aime beaucoup le train parce que il y a un côté, c'est un voyage doux, un populaire, un peu dans le bon sens. Soit on peut vraiment regarder le paysage et se laisser porter avec de la musique, ou alors on peut discuter avec les gens. Donc être plus dans cette logique d'itinérant plutôt que d'aller d'un point à un autre. Je sais pas, une ville à mi-chemin, on me dit bah tiens, ça fait l'occasion d'y aller. J'aime beaucoup le train, ouais. Et en tout cas, le réseau de trains en République tchèque, il est très bon. Il date de l'Empire austro-hongrois et qui avait beaucoup développé le réseau, et ça se voit encore aujourd'hui parce qu'il y a 9619 kilomètres de rails exactement. Ah. Donc c'est beaucoup parce que on regarde qu'en France, il y en a 30 000, si je dis pas de bêtises, donc c'est que 3 fois plus pour un pays qui est quand même beaucoup plus petit. Oui. Donc c'est vraiment pas mal, ce qui est assez honnête pour un pays de cette taille. J'ai pas beaucoup pris le train en République tchèque, c'est-à-dire que j'ai pris seulement le train Prague-Vienne, Ouais. donc c'est pas beaucoup, et j'ai fait un aller-retour au château de Karlstein. Mhm. Bon, j'ai pas beaucoup pris le train, donc je peux pas trop donner mon avis, mais ce que j'ai fait, ça m'a semblé très bien, les trains étaient de bonne qualité, et c'était en très bon état. Mais toi, du coup, c'est quoi ton avis sur le train en République tchèque? Et ça, tu l'as beaucoup pris aussi? Oui, oui, oui. Alors du coup, moi, enfin, c'est super bien desservi. Enfin, moi, j'ai pas le permis. C'est pas du tout un problème pour moi. Les trains, ils ont un côté un peu, enfin, un peu vintage, un peu, mais en même temps très confortable. Et puis ouais, je trouve que l'ambiance est plutôt sympa. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui passe pour en proposer des boissons, de l'eau ou des petits snacks. Il n'y a pas besoin d'aller dans le wagon. Moi, personnellement, je ne suis jamais allée dans un wagon-restaurant. C'est vrai? Et puis oui, je pense qu'ils ont vraiment cet esprit train. Tout le monde prend le train. C'est vraiment, ça a quelque chose de populaire. Et donc il y a vraiment beaucoup de trains à l'heure en fait. Donc qui vont un peu de partout. C'est très bien. Très bien desservi. Et bon, voilà, il arrive qu'il y ait du retard pour des raisons de sécurité, mais finalement comme en France. Et puis en plus, bon, l'avantage c'est que c'est le train est vraiment pas cher. Déjà parce que la vie en République tchèque est quand même globalement 2 fois moins cher, soit peut-être à Prague. Ah oui. Et en plus, il y a quand même une volonté. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très populaire. Et c'est un service qui est important, je pense, pour les gens. Et du coup, comparé à la France, tu penses que c'est quand même mieux au niveau les desserts sont un peu mieux, quoi, c'est plus le train est mieux en République tchèque qu'en France? Après, je pense que nous, on n'est pas si mal lotis, même si on dit du mal. Mais non, ce qui est génial, justement, j'ai fait une petite expérience. Un jour, donc j'étais à Kolín, donc une petite ville à côté de Putnava, qui est un peu plus touristique. Je vous conseille, voilà, d'aller à Putnava. Et donc j'ai pris un train, donc c'est 10 minutes entre les deux. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce que c'était un train avec un seul wagon. Et apparemment ça existe en France et on appelle ça les trains poids plume. Okay. Et donc moi j'ai trouvé ça génial parce que voilà, c'était comme une sorte de grand car mais version train. C'est quelque chose de très mignon. Et j'en ai parlé donc avec une de mes amies tchèques qui m'a dit bah oui, c'est les trains régionaux. Autant on peut critiquer Český Dráhy, mais n'empêche qu'ils font tout pour que toutes les petites villes soient bien desservies. Donc il y a vraiment pas de soucis à ce niveau-là. Et au pire, ça va être soit le train, soit le bus. Ok. Donc du coup, selon toi, on peut se débrouiller sans voiture? Bah je le fais donc. Oui, même sans pour aller dans les tout petits villages, tout ça, il y a pas de soucis. Mes amis tchèques ont le permis mais utilisent presque pas leur voiture. D'accord. On ressent vraiment moins le besoin que nous en France.
ou par exemple aux États-Unis ou dans des pays où ils sont très C'est encore moins. Non, 6 mois. Ok. Et comme tu disais, oui, il y a plusieurs compagnies en République tchèque parce qu'ils ont, en fait, en Europe, on a ouvert à la concurrence, mais eux, ils l'ont fait assez tôt. Parce qu'il y a České dráhy, je le prononce beaucoup moins bien que toi, qui est l'opérateur. Bon, tu fais plus illusion que moi peut-être. Voilà. C'est l'opérateur historique, donc il y a des trains de tout type. Il y a Express, Intercity et Supercity. Donc ça, c'est comme dans beaucoup d'autres pays, ça relie les principales villes. Donc ça relie Prague, Ostrava, mais il y a aussi les villes principales des pays d'à côté, donc qui sont faits par la compagnie nationale. Donc on va jusqu'à Dresde, jusqu'à Katowice, Vienne et Bratislava. Mais du coup, il y a aussi des compagnies privées dont tu parlais. Donc il y a RegioJet, qui fait circuler les trains dans toute l'Europe centrale et des bus. Alors si on regarde la carte, c'est assez impressionnant parce que ça va vraiment dans toute l'Europe. Ils vont donc au niveau de la République tchèque, ça va dans toutes les villes principales, mais ça va aussi en Hongrie, en Slovaquie, en Croatie, en Autriche et en Pologne. Donc pas mal de pays à nouveau. Et ça va, c'est notamment en train de nuit. Alors il y a également Leo Express comme compagnie. Oui. Qui relie Prague aux villes de République tchèque, mais aussi tout le nord de la Slovaquie jusqu'à Košice. Et enfin, il y a la nouvelle compagnie European Sleeper qui relie Prague à Berlin, à Amsterdam et à Bruxelles. Ça, c'est assez pratique pour les visiteurs du nord de l'Europe parce que on a ce train qui est là régulièrement pour nous descendre jusqu'à Prague. Et pour les endroits que j'ai visités en République tchèque, bon, ça va être très rapide parce que j'ai fait comme tous les touristes. J'ai visité cet épisode justement, il est là pour montrer que la République tchèque, on peut faire autre chose que Prague, mais moi j'ai visité quasiment que Prague. C'est-à-dire que j'ai passé que 4-5 jours en République tchèque, comme je le disais. J'ai passé une partie à Prague où j'ai visité tous les incontournables que je vais quand même vous citer parce que c'est quand même des endroits, je pense que c'est intéressant, qu'il est intéressant d'aller voir. Oui. Donc par exemple, il y a la vieille ville avec la place Venceslas. Il y a aussi la grande place avec l'horloge astronomique qui est assez connue. Il y a tout le quartier juif avec ses jolies synagogues. Il y a la légende du golem qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et il y a le fameux cimetière juif et ses tombes tordues. C'était super impressionnant. C'est vraiment un très bel endroit à Prague. Il y a le fameux pont Charles qui est vraiment très beau. Je m'étais levée vraiment aux aurores pour aller le prendre en photo. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. En fait, il y a du monde tout le temps. Il y a énormément de monde, sinon, pour le voir, c'est la seule manière de la voir sans personne dessus. Ouais, c'est ça. Ou alors vraiment le soir. Oui. Mais c'est vrai que le mieux, ça reste le matin. Puis en plus, c'est joli. C'est joli, oui. Bon, s'il y a une bonne météo, Oui, c'est ça. Mais en tout cas, vraiment super beau. Ouais. J'étais vraiment contente d'y être allée. Et j'ai vraiment des bons souvenirs de Prague quand même, parce que c'est une très belle ville, je trouve, avec des monuments partout. Et c'est pas si Disneyland, parce que ça pourrait être très Disneyland. En tout cas, c'était il y a 9 ans maintenant, donc oui, dans longtemps. C'était à la même époque c'est ça que mon Erasmus. Mais alors oui, alors il y a toujours malheureusement dans les capitales, il y a toujours un côté un peu carte postale. Mais faut reconnaître qu'il y a un patrimoine incroyable. Enfin, vous allez dans le centre, enfin l'hypercentre, vous vous baladez au hasard, tout est beau. Enfin, il y a l'architecture et puis on sent l'influence de plein de pays, etc. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans cette ville. Et si vous aimez la culture, à tous les coins de rue, il y a une salle de concert, il y a un théâtre, il y a un musée, donc une bibliothèque. Et j'ai aussi visité l'autre quartier, de l'autre côté du pont Charles, il y a tout le quartier du château, avec la cathédrale Saint-Denis. C'est mon quartier préféré. C'est vrai? Il est pas trop touristique pourtant? En fait, ça c'est marrant que tu dises ça parce que justement c'est touristique, mais c'est beaucoup moins anxiogène entre guillemets que le pont Charles. C'est beaucoup plus tranquille. Oui, il y a beaucoup de gens, Mais en fait c'est comme c'est très étendu, je pense. En plus elle est magnifique là, cette grande cathédrale. Puis non, il y a vraiment des points que j'adore par là-bas. Moi je peux que vous conseiller d'aller donc vous balader dans les petites rues autour de la cathédrale ou aller monter la tour de Pétrine ou Loretta, Notre-Dame de Lorette. C'est des endroits très 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 jolis. Et moi j'ai un gros coup de cœur aussi pour le monastère de Strahov. Ok. D'ailleurs, j'ai jamais pu le faire encore, mais j'aimerais vraiment visiter la bibliothèque Clémentinum. Mais c'est pareil, c'est un endroit magnifique, une ancienne bibliothèque baroque.
c'est vraiment quelque chose à voir. Et en l'occurrence, Strarov, j'ai l'impression que c'est moins connu. Ça ressemble un peu à Clémentino, mais Ok. Bah, c'est vrai que moi j'aime pas le baroque, donc en général j'occulte tous les trucs baroques et je bah, regarde que le reste. c'est dommage. J'aurais pu check. Oui, il y a beaucoup de ça. Non, c'est Ouais. pas. L'Autriche c'est pire, je trouve. J'adore. Ah bah non. Ah bah, moi, je trouve que pour le coup, l'Autriche, j'ai trouvé ça très gothique Ah oui? dans l'architecture. Ah, je sais pas, Ouais, c'est pas trop. Mais Vienne m'a traumatisée. tout le monde me dit ça. C'est marrant parce que alors, ouais, non, c'est au niveau architecture, c'est beaucoup plus gothique. Ok. Je trouve l'Autriche. Enfin, en tout C'est cas, Vienne, alors que oui. La République, c'est très arrondi, c'est très Mais il y a bavard. du baroque joli, du baroque moche. Mais bon, ça c'est Ah, une oui, considération. voilà. Moi, j'adore le baroque. Voilà. C'est bien tombé. Très bien, ça va très bien. Ah, moi, ça peut vite me fatiguer parce qu'il y a beaucoup trop de fioritures parfois. Mais bon, mais par contre, à Prague, il y a quand même pas mal d'art nouveau aussi. Et là, dans Ah le oui. côté un peu rond et tout ça, ça aussi, c'est des quartiers qui sont jolis et que moi j'apprécie. Oui. Et puis d'ailleurs, bah, je vous conseille de faire le musée Moura, Ouais. bien sûr. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est un peu la référence, l'artiste tchèque qui est connu en France. Alors les gens disent Mucha, mais Oui, ça fait c'est vrai. enfin, voilà. Mais donc ouais, vraiment, et en plus ça pour le coup c'est sur la place Venceslas, c'est vraiment Ok. en plein centre-ville. Ah, je savais pas qu'il était au centre-ville. on Ok. peut- Je j'y étais pas allée visiter le musée. Ouais, non ça je conseille, c'est vraiment super. Moi j'aime bien. Ouais, mais bah on le connaît en France pour ses affiches en général. Oui, Vous c'est pouvez ça. aller regarder sur internet si vous voulez, mais ça ressemble, c'est ses affiches assez connues, Art Nouveau. Oui, Sont bah par très exemple belles. des affiches de Sarah Bernard. Enfin, il avait Mhm. des affiches de théâtre. Il a eu une période à Paris C'est ça. où il a fait des affiches de spectacles. Quoi. Oui. Après, ouais, aussi les églises sont magnifiques. Il faut visiter toutes les églises. L'église Nicolas, donc Saint-Nicolas, je crois qu'on dit en français, pardon. En fait, elle est vraiment haute. Elle est toute en hauteur. Elle est vraiment magnifique. Et il y a la possibilité d'aller voir des concerts dans les églises, Ok. des acoustiques. De manière générale, il y a une très très bonne acoustique. Enfin, ils ont un vrai sens de la musique classique, musique traditionnelle. Enfin, moi j'adore la musique et c'est vrai que j'y suis un peu sensible à ça. Ok. Donc voilà, ça par rapport à Prague, vraiment. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Prague pour l'instant, parce que moi, je Oui. suis allée qu'à Prague. Non, donc non, ça bah, en c'est fait normal. Mais en même temps, la- il y a tellement de choses à voir. Enfin, il y a encore des choses que j'ai pas faites à Prague. Ouais. Bah justement, j'ai encore jamais pris le funiculaire de Bétrine. Ça doit être C'est super. ce qui va jusqu'à la colline derrière, où il y a Oui, c'est ça. un... Parce que pour le coup, moi, je l'ai monté à pied. Ah oui. Avec mon sac cadeau et tout. Ouais. Mais je pense que ça a l'air d'être sympa. J'ai une passion pour les funiculaires aussi. Ah, on apprécie plus la vue quand on est monté à pied, non? Oui, quand même. Mais je comprends Puis la passion. la tour de Bétrine, bah, c'est des escaliers, nanana, et ça, je regrette vraiment pas, On a une belle vue, du coup. ah oui, il y a une super vue, puis, de mémoire, ça coûte pas très cher, en plus. D'accord. Puis justement, parce qu'il y a de l'effort. Oui, c'est ça. On a l'impression de y avoir un peu ça, mais ouais, non, c'est très joli. Ok. Et ce que j'aime bien à Prague aussi, c'est la rivière. Parce que Ah, bah oui, la en fait, Strava. c'est quand j'étais petite, j'écoutais la musique, la Moldave Ouais, me passait. Et du coup, un jour, quand je suis arrivée à Prague, j'ai appris que c'était cette rivière-là, parce qu'il l'appelle la Vltava, du coup. La Strava, ouais. La Vltava. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, on va y arriver. Voilà. Ouais. Mais en gros, c'est la même rivière. Et Oui, je comprends qu'il faut le dire avec le nom tchèque aujourd'hui, parce que le fait de le dire avec le nom allemand ou la Moldavo, Bah, c'est un peu oui, rappeler le fait qu'ils ont été Oui. dominés par les Autrichiens pendant très longtemps. Mais j'étais contente de voir que cette rivière, c'était la musique que j'entendais. Puis il y a vraiment un truc avec la musique classique là-bas, c'est que bon oui, bref, je t'en parlerai après, mais il y a beaucoup de trams à Brno, c'est super. Et c'est souvent en fait qu'il y a on voit des photos de Janáček. Okay. Et nous, ça ne viendrait pas à l'idée de voir de voir des compositeurs comme Non, ça sur les trams. Voilà, c'est un truc assez normal. Ouais, c'est une fierté. Ouais. Janáček et Dvořák. Oui, c'est vrai. Et puis, bon, la littérature, c'est plutôt Kundera, mais je trouve ça impressionnant, oui, c'est ce que je disais, mais sur un si petit pays qui est autant de gens. Mais il y a Kafka aussi. Il y a Kafka. Mais après, c'est compliqué parce qu'il est, alors oui, il est en langue allemande et pareil, c'est Rainer Maria Rilke, il est d'origine tchèque, mais il écrivait en allemand, plutôt, je pense. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est Kafka, effectivement. C'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant dans ce pays, c'est le côté vraiment Europe centrale, et on le ressent, en fait, le poids de l'histoire au sens large, du patrimoine, je trouve ça fascinant. Je trouve que chaque bâtiment, en fait, est marqué soit par un moment, soit, ouais. Donc, moi, ça me plaît beaucoup, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup la République tchèque aussi, même si je la connais pas tant que ça. Oui. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait beaucoup de
le nom, en fait, on sait pas du tout que ça vient de République tchèque et d'un coup, oui, c'est ça. Oui, en fait, il est tchèque. Il y a plein de références culturelles. Et ce que je recommanderais peut-être pour une première visite, c'est de commencer par Prague parce que souvent c'est là qu'on arrive en train de nuit. Donc c'est le plus logique et de toute façon c'est une très belle ville comme on l'a dit, donc il y a beaucoup de choses à voir. Et en plus de ce que je vous ai déjà cité, je vous suggérerais peut-être d'ajouter Vyšehrad, qui est le vieux château. Toi, du coup, tu connais beaucoup mieux que moi la République tchèque. Est-ce que c'est quoi les endroits que tu recommanderais le plus pour une première visite, par exemple, quelqu'un qui est jamais allé? Qu'est-ce que tu recommanderais? Alors moi honnêtement j'ai vécu 1 an à Brno, donc c'est un peu la ville de mon cœur. C'est sûr que d'un point de vue touristique, Prague est plus impressionnante et comme tu me dis en fait de toute façon c'est par là qu'on arrive, donc on commence par là. Mais moi j'ai vraiment adoré. Les gens sont très très avenants, ils sont très contents que les gens viennent. C'est vraiment une ville d'étudiants. Il y a 12 lignes de tram, donc c'est génial en fait. Et c'est vraiment une ville où il se passe plein de choses. Par exemple, le centre-ville, c'est Náměstí Svobody, place de la Liberté, hein, enfin littéralement. Et il y a tout le temps en fait des petits marchés comme des marchés de Noël, mais pour un peu presque toutes les occasions. C'est souvent en lien avec la nourriture et l'alcool. Brno, voilà, j'aurais trop de choses à dire. On a compris les sortes de... Voilà, Brno, voilà, c'est très... Ça me donne envie d'y aller. C'est très sentimental. Il y a plein de quartiers que je peux conseiller. Donc le centre-ville, le château de Spielberg, qui, alors pas Spielberg, hein, Spielberg. En fait, historiquement, c'est un château qui a été construit au centre de la ville pour la protéger. Et c'est un grand parc. Donc c'est à la fois agréable parce que c'est pour le côté parc et puis pour la visite du château, donc c'est un peu une sorte d'incontournable. Et puis après il y a la colline Petrov avec la fameuse grande cathédrale qui est magnifique, et puis toute la vieille ville. Donc ça c'est juste pour le côté Brno. Ok. Voilà. Mais après moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Český Krumlov. C'est une petite ville, un grand village. J'ai pas vérifié le nombre d'habitants, mais c'est ultra paisible. Ça, il y a pas besoin de vraiment préparer. Enfin, c'est le genre d'endroit où on y passe un week-end et c'est comme si le temps était un peu suspendu. C'est très l'architecture est très très colorée. C'était vraiment sympa parce que j'avais un peu l'impression que c'était l'endroit sympa où les Tchèques allaient passer un week-end détente en fait. J'y suis allée, enfin dans le cadre en fait d'un tour d'Europe centrale. Voilà, j'avais fait tout un tour, etc. Et j'avais vu en fait que à ce moment-là, il y avait un festival de musique classique. Ça tombait le 14 juillet et c'était French Night, donc c'était en l'honneur de la musique française. Et donc c'était dans le château, enfin sur une esplanade sur le parc du château. Il m'avait beaucoup touché à l'époque, c'est que quand ils ont commencé le concert avec la Marseillaise. Donc c'était comme si c'était les JO, voilà. Et ils ont enchaîné avec l'hymne tchèque en fait. Donc pour moi c'était émouvant. C'est le lien. Voilà, j'avais le lien entre mes deux pays de cœur quoi. Et après moi cette année je suis allée à Kutná-Hora, c'est aussi magnifique. Okay. Pareil, ça fait partie des endroits enfin il y a plusieurs églises qui sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une église vraiment elle est incroyable. C'est une des plus belles églises que j'ai jamais vues. L'intérieur est vraiment incroyable. Je sais que moi j'ai lu des choses sur le paradis tchèque comme parc national. Il y a un parc national qui s'appelle le Český Kraj. Oui, alors j'aimerais trop le faire. Je pense jamais aller. Je pense le faire avec mes amis tchèques, mais là pour il faut une voiture. Ah oui, il faut une voiture. Alors après, ouais, je suis partie du principe qu'il fallait une voiture. Et ils marchent beaucoup, ils adorent la randonnée. Ouais, ils adorent la randonnée et marcher de manière générale. Comme les transports en commun sont hyper bien développés. Oui, ils prennent pas la voiture. En fait, on marche énormément, ouais. Ouais, mais ça m'étonne pas parce que c'est quand même un pays où, moi, j'imagine vraiment des grandes forêts, en fait. Donc, j'imagine le côté très naturel. Est-ce que t'as un endroit où tu te dis que c'est moins connu par, bon, Prague est quand même surtout connu par les touristes et, le reste est moins visité, mais est-ce qu'il y a un endroit, toi, que tu conseillerais pour les gens qui y sont déjà venus pas mal de fois et qui voudraient trouver un endroit, moins touristique, par exemple? C'est Ostrava. Oui. C'est que c'est une grande ville et ça pâtit un peu de son passé minier. Quand ils ont vu qu'il y avait du charbon, qu'il y avait une industrie à faire avec ça, en fait, en 10 ans, on est passé de 1000 à 100 000 habitants. Vous voyez, en proportion. Okay. Et ce qui est impressionnant, en fait, dans cette ville, c'est que
c'est une ville de la mine. Il y a un vrai patrimoine par rapport à ça. Mais c'est comme s'il y avait rien à l'époque. Le mineur est presque, c'est presque une forme de, presque une religion en fait. Il y a des statues qui mettent en avant, etc. Donc là, à la rigueur, à Ostrava, on ressent quand même l'influence soviétique d'avant, etc. Donc c'est intéressant pour ça. Mais maintenant, ça commence à être connu grâce au festival Colors of Ostrava. Et en fait, moi, je trouve ça hyper intelligent parce que c'est un festival qui existe déjà depuis quelques temps, mais depuis quelques années, ils l'ont installé sur d'anciennes usines à charbon dans un cadre assez incroyable. Et donc, c'est vraiment un gros festival. Il y a une dizaine de scènes, de la plus grande soit en extérieur ou en intérieur, à des grandes salles comme des petites salles vraiment ultra intimistes. Mais moi, c'est vraiment un festival que je conseille. Et c'est une ville qui a beaucoup changé. Okay. Justement, qui s'est beaucoup modernisée. C'est un endroit que je conseillerais, ne serait-ce que pour le festival et pour voilà sentir un peu pour le côté historique. Je trouve que c'est pas une ville touristique, mais je trouve que c'est intéressant de dire. Et il y a aussi un truc qu'on m'a raconté pendant le communisme. En fait, il y a des bâtiments qui sont donc vraiment fonctionnalistes, donc vraiment très c'était tout gris, c'était très joli, pas très joli, voilà, très fonctionnel mais pas joli. Et en fait au moment à la fin du communisme, en fait, ils auraient pu faire le choix pour passer à autre chose de juste les détruire, etc. Et en fait ils ont fait le choix de les colorer dans des couleurs pastel. Et il y a quelque chose de très émouvant en fait dans ces bâtiments. Et c'est marrant, pas d'ailleurs, de manière générale, la République tchèque c'est très coloré. C'est pas du tout l'image oui, j'imagine vraiment des petites histoires, En fait, j'imagine le village de la Belle et la Bête. Je sais pas pourquoi. Ah, mais après le côté légende, c'est très marqué, très marqué. Ouais, ils sont en tout cas, j'imagine quelque chose de très coloré. Je sais pas pourquoi. Bah c'est bien, parce que c'est vrai qu'en général dans le genre pour cliché, ouais, l'influence l'ex-URSS, on pense à tout est gris, etc. Alors qu'en fait c'est très coloré, ou pas coloré, pastel, voire baroque. Donc ouais, finalement ces bâtiments qui sont pas beaux en soi, ça leur donne un certain charme, ouais. Des endroits à visiter en République tchèque, je pense. Dans le top 3, ce serait Prague, top 4. Prague, Brno, Český Krumlov, Kutaura. Voilà, ce serait ça le. Il y a pas Karlovy Vary qui est connu aussi, des sources thermales, c'est ça? Oui, j'ai trop envie d'y aller, mais ça je peux pas en parler parce que j'y suis pas encore allée. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un endroit touristique. Ah oui, ça j'adorerais y aller. Ça aussi, je pense que ça vaut le coup. C'est un peu le Vichy de là-bas. Mais version même encore mieux. Est-ce qu'il y a un endroit en République tchèque où t'es jamais allé et où tu rêves d'aller? Tu vas peut-être dire Karlovy Vary, du coup. Bah ouais, du coup, ouais. Ouais, c'est vraiment là l'endroit qui me manque. Je suis en train de réfléchir à où est-ce que j'irais si j'y retournais. Quel endroit j'ai pas visité, mais je crois qu'en fait il y a beaucoup d'endroits parce que j'ai rien visité. Ah bah ouais, Český Krumlov. Ouais, peut-être. Mais le paradis tchèque, ça me donnait envie aussi. Ah oui, ça a l'air pas mal aussi. Le côté rando, ouais, carrément. Le côté rando. Mais oui, c'est vrai qu'on y va plutôt d'abord pour le patrimoine. Tiens, t'as raison. Ça me fait penser. Il y a les grottes moraves. Ça, si vous aimez les grottes, c'est super joli. C'est parti. Et donc c'est en Moravie. Et on est allé en transport. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que c'était compris dans la visite. On a eu un concert de musique classique dans la grotte. Juste genre de la clarinette, et il y avait une acoustique incroyable. Alors évidemment, il y avait, je sais pas, 2-3 instruments, ça suffisait. Et ça m'a vraiment marqué. Et puis après, dans les grottes, évidemment, on fait de la barque. Enfin, on a l'impression d'être dans un film. C'est ça que j'aimerais faire, en fait. Je me dis, parce que j'y pense, parce qu'en Slovaquie, il y a des grottes. Ce qui serait sympa, c'est de partir de République tchèque et de faire la ligne de train qui s'en va et qui suit ensuite les Tatras en Slovaquie. Ah oui. Comme ça, tu traverses les deux pays. Ça va vraiment être sympa. Ça, j'aimerais bien. Ah oui, ça, j'aimerais bien, ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est un truc que j'essaie. Parce que tu vas jusqu'à Košice à la fin en Slovaquie. Oui. J'aime bien cette ville. C'est sympa. Mais est-ce que souvent on te parle de clichés sur la République tchèque? Est-ce que les gens, quand tu dis que tu vas sur la République tchèque, les gens ont des clichés sur ce pays? Bon, le fait que ce soit tout sombre et noir est triste parce que c'est l'URSS, mais... Oui, c'est ça, il y a ça. Souvent, il y a ce truc de c'est un pays pauvre, pas très développé. Enfin, il y a une certaine condescendance. Quand j'ai décidé de partir en République tchèque, en Erasmus, j'avais là aussi la possibilité de partir en Irlande. Et j'ai fait ce choix de partir en République tchèque parce que c'est un pays qui m'attirait, etc. Et mon maître de mémoire m'a dit, mais quoi? Enfin, quelle idée? Voyons, vous êtes en master, vous avez la priorité sur les autres.
voilà. Et puis je sais pas pourquoi, mais les gens pensent que les gens sont froids. Ok. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Les gens sont plutôt introvertis, plutôt discrets, on va dire. D'accord. Mais très avenants, très bienveillants. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à Brno et dans la plupart des villes de République tchèque. Ce que j'aime bien, c'est que c'est l'Europe centrale, donc ils sont un peu un mix de plein de choses et ils ont à la fois le côté peut-être plus enfin ils sont très organisés, le côté entre guillemets allemand, Oui. dans le cliché, hein, si on va dans les clichés, Bien carré, oui. le côté poli, carré, machin, et ils ont un côté un peu plus fantaisiste des Slaves, on va dire. Ils ont un peu les C'est deux. un bon mix. Ouais, et puis en plus, bon bah je crois que c'est le pays d'Europe où qui boit le plus d'alcool. Ouais, c'est vrai que moi j'ai un cliché sur la République tchèque, mais il va peut-être pas te plaire. Quand c'est pas un cliché, c'est plutôt une constatation. J'ai pas aimé ni la nourriture, ni à l'époque je buvais de la bière, j'en bois plus. Et je trouvais que la bière était pas très bonne non plus. Donc je vais me faire détester de tous les Tchèques là tout de suite. Ah, bah mais je sais que la bière était pas très forte, du coup pas très bonne. Ah oui, mais c'est parce que globalement c'est de la Pils, la pils c'est plus légère. En fait, alors ça dépend quelle bière tu as bu parce qu'il y a vraiment des différences. Ouais. Et c'est en fait pour la petite histoire, moi avant j'aimais pas la bière. Ouais. Et du coup, j'ai découvert la bière en allant en République tchèque, donc c'est un peu ma Madeleine de Proust de la bière. Et du coup, j'avoue que j'adore la bière tchèque parce que je trouve qu'elle a beaucoup de goût tout en étant légère en alcool. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et moi mes préférées, elles ont vraiment le goût de céréales. Ok, bah c'est peut-être pas la piège néo-cocktail qu'il faut boire quoi. Bah après non, si elle est quand même bonne, ouais. C'est pas une bière que j'ai aimée d'entrée de jeu, je trouve la Pilsner, ouais. Donc je peux comprendre. Et j'avoue que moi j'ai beaucoup aimé la nourriture tchèque. Ils font des soupes incroyables. Donc en fait c'est pas, enfin nous la soupe c'est souvent de la soupe de légumes. Eux ça va être souvent du bouillon de légumes dans lequel ils vont mettre des féculents, donc des pâtes, des lentilles par exemple, et puis ils vont rajouter soit des champignons ou des bouillons de viande. C'est très assaisonné, c'est jamais fade. Même le resto de là-bas, c'est pas fade. Ok. J'aurais pas dire que c'est de la bonne cuisine, mais c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que tout a du goût. Parce que c'est pas épicé au sens vraiment pimenté, mais tout est relevé. Au niveau des infos pratiques, la République tchèque, elle est dans l'Union européenne, donc vous aurez pas de problème. Vos forfaits, ils vont marcher en itinérance. On peut boire l'eau et manger comme en France. On rappelle que l'eau est payante partout au restaurant. Oui, et le pain aussi. Oui, le pain est aussi payant. Je dirais juste qu'il faut se méfier de la nourriture parce qu'elle est pas bonne. Non, je rigole, mais j'y retournerai pour vérifier un peu plus. Et la monnaie, par contre, c'est la couronne tchèque. Alors, aux dernières nouvelles, elle était environ à 1 euro pour 25 couronnes. Oui, c'est ça. C'est souvent à peu près ça, ouais. Pour parler, normalement, vous pouvez parler en anglais. Il y aura pas de soucis. Les gens vous comprendront, surtout dans les zones touristiques. Conseil d'y aller à quelle période? Pour le côté pratique, j'y vais en juillet-août. Parce que voilà, c'est le moment où j'ai mes vacances. Mais donc d'un côté c'est cool parce qu'il y a moins de touristes, donc il y a un côté plus paisible. Okay. Mais il y a juste un problème, c'est que en fait ils font tous les travaux, les gros travaux de la ville, ils le font en été pour pas déranger les gens le reste de l'année. Qui en soi pas. C'est logique, pas mais déconnant. c'est moins sympa. Mais donc du coup voilà, c'est le seul problème, c'est que là typiquement la dernière fois que je suis allée à Prague, il y avait quand même pas mal de trucs en travaux. Ouais. Okay. donc c'est vrai que j'y étais là en été, il y avait pas mal de travaux. Donc oui, je pense qu'on on me l'a dit à un moment donné et je pense que c'est vérifiable. Okay. Donc avril c'est un peu dangereux en termes de météo, il peut y avoir de la neige, hein. Ouais. Mais par contre mai juin, je trouve que ça commence c'est bien parce qu'il il fait beau mais il fait moins chaud. Le mois de décembre, c'est magique. Bah j'ai envie de dire que Prague à Noël ça va être très beau, non? Ouais. Même tous les villages en fait doivent être beaux. Mais pas que Noël parce qu'en fait, c'est vraiment le mois de décembre, okay. C'est le mois de décembre, c'est la fête. C'est parce qu'ils fêtent la Saint-Nicolas aussi. Et je sais qu'à Brno, ils mettent pendant tout le mois de décembre, ils mettent des guirlandes sur les trams. Des guirlandes lumineuses. Il y a une ambiance, il y a un grand sapin. Et ce que j'aime bien, c'est que ils sont très attachés aux traditions, légendes un peu. Okay. C'est pas forcément associé à la religion d'ailleurs. En tout cas, ouais, c'est vraiment la période de Noël est magnifique. Ne serait-ce que le début, sans forcément y être pour Noël. Je trouve que tout le mois de décembre, rien que les animations liées à la Saint-Nicolas, c'est sympa. Et est-ce que tu veux nous dire une dernière chose pour nous donner envie d'aller en République tchèque? Moi vraiment, moi je suis passionnée de musique, c'est vrai que j'en ai déjà un peu parlé, mais pour tout toute personne qui aime vraiment la musique, sachez que Brno est inscrite ville musicale à l'UNESCO. Ok. Donc on sent que vraiment la musique classique et la musique traditionnelle, il y a aussi ce truc-là qui est très présent. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que
il y a de la musique dans les rues, il y a de la musique tout le temps. Donc ça, c'est très très agréable. Il y a, si vous aimez du violon, alors là-bas, il y a beaucoup de gens qui jouent du violon plus que de la guitare en soi. D'accord. Donc pour cette ambiance-là, j'ai l'impression que la musique a quand même une certaine importance dans ce pays. Et ça a été un petit peu un de mes critères quand même. Donc pour tout l'aspect culturel, enfin c'est assez c'est assez incroyable pour ça. Enfin, si vous aimez la culture, les musées, le théâtre, et puis bon, quand même, si la nourriture, c'est pas mal. Ok, bon, je redonnerai une chance à la nourriture. Voilà. Quand même. Et la bière. Ok. Et est-ce que tu veux dire une chose pour nous donner envie d'y aller en train? Je vous conseille. Enfin, c'est tellement bien desservi que c'est simple en fait, et je trouve ça sympa de voir un peu le trajet par où on passe. Il y a un côté, et puis ça permet de vraiment de vivre à la tchèque, parce que comme je le disais, il y a un côté très populaire. C'est vraiment un endroit où tout le monde va en fait, le train, les transports. Et par exemple, typiquement à Brno, ce que j'aime, c'est que finalement, on n'est pas du tout importuné par le bruit des voitures, ou très peu. Oui. Et le seul bruit qu'on entend, c'est le ding ding du tram. Ce qui est quand même un bruit plus agréable. Ah, merci beaucoup d'avoir été là, Manu. Et Bah merci à toi. j'espère que cet épisode il vous aura donné envie de visiter la République tchèque et de pas vous arrêter qu'à Prague, d'aller visiter tous les autres endroits dont on a parlé. Dites-moi quel pays vous aimeriez visiter la prochaine fois et je vous dis à bientôt quelque part dans le monde, que ce soit à pied, en train ou dans l'une des 12 lignes de tram de Brno, mais surtout sans trop de CO2.